Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique juridique. Logique juridique. Collection dirigée par Gérard Marcoux. Le droit n'est pas seulement un savoir, il est d'abord un ensemble de rapports et pratiques que l'on rencontre dans presque toutes les formes de société. C'est pourquoi il a toujours donné lieu à la fois à une littérature de juristes professionnels, produisant le savoir juridique, et à une littérature sur le droit, produite par des philosophes, des sociologues ou des économistes notamment. Parce que le domaine du droit s'étend sans cesse et rend de plus en plus souvent nécessaire le recours au savoir juridique spécialisé, même dans des matières où il n'avait jadis qu'une importance secondaire, les ouvrages juridiques à caractère professionnel ou pédagogique dominent l'édition, et ils tendent à réduire la recherche en droit à sa seule dimension positive. À l'inverse de cette tendance, la collection logique juridique des éditions L'Harmattan est ouverte à toutes les approches du droit. Tout en publiant aussi des ouvrages à vocation professionnelle ou pédagogique, elle se fixe avant tout pour but de contribuer à la publication et à la diffusion des recherches en droit, ainsi qu'au dialogue scientifique sur le droit. Comme son nom l'indique, elle se veut plurielle. Dernière parution. Eugène Bakam Abop, La justice congolaise face aux crimes internationaux commis en rez-de-chaussée, 2014. Éric Ménard, Criminalité, police et sécurité publique en République d'Irlande, 2014. Manuel Gros, Droit administratif. L'angle jurisprudentiel, 5e édition 2014. Sous la direction de François-Xavier Faure, Contrat et droit des collectivités territoriales, 2014. Sous la direction de Michael Thaler et Michel Verpeau, La recherche en droit constitutionnel comparé, 2014. Babacar Niang, Le plaidé coupable en France et aux États-Unis au regard des principes directeurs du procès pénal, 2014. Sophie Comélias, Les titres d'occupation du domaine public à des fins commerciales, 2014. Kadidiatou Ama, Le statut et les fonctions du juge pénal international, 2014. Sonia Leverdier, Les nouveaux territoires du droit, 2013. Julia Schmitz, La théorie de l'institution du doyen Maurice Oriou, 2013. Remerciements. Je tiens à remercier la présidente et l'équipe de la Maison des droits des enfants et des jeunes de Toulouse, dispositif d'écoute et d'information pour l'accès aux droits des enfants et des jeunes, pour m'avoir donné accès aux archives de l'association. Colette Guéraud, déléguée du Défenseur des droits, dans le département de la Haute-Garonne, pour les nombreux échanges qu'elle m'a permis d'avoir avec elle, les administrateurs ad hoc avec qui j'ai pu m'entretenir. Avant-propos. Une scène de la vie courante s'offre à mes yeux. Un garçon, environ 10 ans, dans un jardin public, est sur une balançoire. Le garçon, appelons-le Gribouille, se balance régulièrement. Son jeune père à ses côtés fait de même. Plus loin, la maman a un bébé dans les bras. À quelques mètres de là, une voiture se gare, un couple en descend. Le papa dit à son fils, « Regarde qui arrive, papy et mamie. » Père, mère vont saluer les grands-parents et s'entretiennent avec eux. Les grands-parents se déplacent au pied de la balançoire. Gribouille, impassible, continue à se balancer. La maman intervient, « Tu veux encore te balancer ?» Gribouille ne dit rien. Les grands-parents attendent en silence. La grand-mère aura le temps de sortir son téléphone portable et de prendre une communication. Un peu plus tard, la maman demande au garçon, « On va aller manger, tu veux ? Tu sais qu'après tu as ta leçon de poney ?» Gribouille enfin descend de la balançoire. Ses grands-parents peuvent l'embrasser. Cette scène qui n'a rien d'exceptionnel illustre parfaitement notre propos et la place que l'on veut bien attribuer à l'enfant dans sa famille. Enfant roi. Quelle que soit la famille, biparentale, monoparentale, éclatée, recomposée, homoparentale, l'enfant en est le centre. Il en dessine la taille, les contours, les relations, les aspects. Conscients de cette place, les parents trop souvent vont se servir de l'enfant, en toute légalité ou pas, pour assouvir leurs propres désirs. Objet de convoitise, l'enfant va permettre de fabriquer une filiation paternelle ou maternelle au gré des événements conjugaux. Objet de discorde, il va être utilisé comme enjeu dans la séparation conflictuelle du couple. Objet de rejet, il va pouvoir être nié dans l'accouchement sous X. Même si les droits de l'enfant ont été codifiés dans un texte international,
la Convention internationale des droits de l'enfant, et malgré les évolutions législatives de notre droit de la famille, le mineur est encore trop souvent victime de la toute-puissance des adultes. Première partie, famille au sans-visage, où l'enfant a une place centrale. Juridiquement, la famille est constituée de personnes unies par des liens de parenté et d'alliance. La parenté, ou filiation, peut naître d'un lien de sang ou du lien juridique qu'est l'adoption. Elle relie des individus descendants les uns des autres ou qui ont un ancêtre commun, un arrière-grand-père par exemple, et sont collatéraux. La parenté est alors constituée de parents, grands-parents, arrière-grands-parents, enfants, petits-enfants, frères et sœurs, oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines. L'alliance est le lien qui unit l'un des époux à la famille de l'autre. Si juridiquement, il est important de définir la famille et d'en délimiter les contours, remarquons qu'aujourd'hui cette notion est bousculée. Bâtie sur le mariage, elle subit les conséquences de sa fragilité avec le peu d'engouement pour l'institution et l'augmentation des divorces. En outre, la famille aujourd'hui n'échappe pas au désir de maîtrise des individus, elle prend le sens et la forme dont on veut la doter. Un couple peut choisir d'élever un enfant et de lui donner une double filiation paternelle et maternelle, qu'il vive en concubinage, qu'il soit lié par un pacte civil de solidarité, PACS, ou qu'il soit marié. Une femme peut décider de faire un enfant toute seule, celui-ci n'aura qu'une filiation maternelle, biologique ou adoptive. On peut vivre en couple homosexuel, marié ou pas, et choisir d'élever un enfant issu d'une PMA, procréation médicalement assistée, ou d'une adoption par le couple ou l'un des conjoints. Après une rupture conjugale, on peut vivre à nouveau en couple et choisir de composer une nouvelle famille en donnant naissance à des enfants. L'apparence de la famille change. Les liens de parenté sont laissés au libre arbitre des individus. L'enfant de ce fait a une place nouvelle et centrale dans sa famille. Chapitre 1. Une évolution qui fait de l'enfant l'auteur de la famille. Il y a un siècle, voire une cinquantaine d'années, la famille au plan juridique ne pouvait se concevoir qu'à partir du mariage et dans le cadre du mariage. À la faveur des changements de mentalité, de mœurs, des progrès scientifiques, une mutation s'est opérée. Ce n'est plus le mariage qui fonde la famille, qui engendre les rapports familiaux, c'est l'enfant qui est l'assise de la famille. Le mariage fondait la famille. Dans la rédaction première du Code civil en 1804, le mariage était considéré comme un acte juridique solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union dont la loi civile règle impérativement les conditions, les effets et la dissolution. L'union par le mariage créait immédiatement des liens d'alliance avec toute la famille du conjoint, beaux-parents, beaux-frères, belles-sœurs, et faisait naître des droits et des devoirs réciproques à la charge des époux, lus par l'officier de l'état civil lors de la célébration. Le Code civil de 1804 énumérait les devoirs des époux, notamment « Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ». Pour le législateur, cette communauté de vie faisait référence au domicile conjugal, mais également impliquait le devoir d'avoir des relations sexuelles ensemble. Plusieurs tribunaux ou cours d'appel ont jugé que le refus d'avoir des enfants pouvait constituer une faute, de même le fait de négliger de soigner sa stérilité. En 1959, la Cour d'appel de Paris, allant plus loin, avait reconnu que l'obligation faite au conjoint de cohabiter a pour raison d'être l'établissement de relations sexuelles normales permettant la procréation. Qu'ainsi le refus persistant par un conjoint, non pas seulement d'avoir avec l'autre des relations sexuelles, mais aussi par leur interruption volontaire de consommer lesdites relations, constitue une violation grave des obligations qui découlent du mariage. Un des devoirs du mariage était donc la procréation. Portalis, rédacteur du Code civil, définissait le mariage comme la société de l'homme et de la femme qui s'unissent pour perpétuer leur espèce. La famille trouvait sa source dans le mariage, la naissance des enfants étant la finalité normale et recherchée. Cette conviction restera ancrée dans notre société durant tout le XXe siècle et imprégnera le droit de la filiation. Les enfants issus du couple marié étaient dits légitimes et rattachés juridiquement au couple parental par un lien unique de filiation paternelle et maternelle. Deux éléments suffisaient à établir la filiation maternelle. La réalité de l'accouchement et la certitude que le nouveau-né était bien celui dont la mère avait accouché. Pour la filiation paternelle,
la force du mariage permettait au législateur de poser une présomption de paternité. L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Par conséquent, l'accouchement permettait de relier l'enfant à sa mère. Ensuite, du mariage de celle-ci découlait la filiation paternelle. L'importance du mariage dans la constitution de la famille s'est traduite par la possibilité de légitimer les enfants, conçus et nés avant le mariage de leur père et mère. Il suffisait que la filiation maternelle et la filiation paternelle soient établies. Le mariage avait ainsi une valeur purificatrice. De naturel, les enfants devenaient légitimes à partir du mariage de leurs parents. En revanche, l'absence de mariage ôtait la faculté de constituer une famille socialement reconnue. Les enfants dont les parents n'étaient pas mariés étaient qualifiés d'illégitimes ou de bâtards. Pour le Code civil, il s'agissait d'enfants naturels, avec une distinction entre l'enfant naturel simple et celui issu d'un adultère ou d'un inceste. L'enfant naturel simple, celui dont les parents n'étaient pas mariés, voyait sa filiation paternelle et ou maternelle, établie par une reconnaissance ou par une action en justice dans certaines hypothèses encadrées par la loi. Cependant, quand bien même la filiation de cet enfant était établie, il n'était apparenté qu'à ses auteurs, c'est-à-dire qu'il ne pouvait avoir légalement ni grands-parents, ni oncles, tantes ou cousins, et ce jusqu'à la réforme du 3 janvier 1972. Au décès de ses parents, sa part successorale était bien inférieure à celle de ses frères et sœurs légitimes. L'enfant adultérin, celui dont l'un des auteurs était au temps de sa conception marié avec une autre personne, ne pouvait être rattaché au couple parental. Sa filiation n'était établie qu'à l'égard d'un seul parent, généralement la mère. L'enfant incestueux, pour lequel le mariage de ses auteurs est impossible en raison de leur lien de parenté ou d'alliance, ne pouvait faire établir son double lien de filiation que ce soit en justice ou par reconnaissance volontaire. Une exception existait, lorsque l'empêchement au mariage était levé par une dispense, dans le cas où les parents étaient oncles et nièces, ou tantes et neveux, ou bien frères et sœurs adoptés. Au fil des années, les réformes concernant la filiation se sont succédé. La loi du 3 janvier 1972 est l'une des plus importantes. Elle consacre le principe selon lequel l'enfant naturel a en général les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime dans ses rapports avec ses pères et mères. Cette loi met en avant la vérité biologique du lien de filiation, amorçant ainsi une désacralisation du mariage. Le mari par exemple va pouvoir, sous certaines conditions, désavouer l'enfant que la présomption de paternité fait peser sur lui automatiquement, sauf que le législateur de 1972 ne supprimait pas les qualificatifs légitimes et naturels. C'est en 2005 seulement que les notions de filiation légitime ou naturelle disparaissent, mettant les enfants sur un pied d'égalité quelles que soient les conditions de conception ou de naissance, sauf à noter que l'enfant né de relations incestueuses ne peut toujours pas faire établir sa filiation à l'égard de ses deux auteurs. La légitimation n'a plus de raison d'être et n'est plus inscrite dans la loi. L'enfant, indépendamment de la situation matrimoniale de ses parents, a une filiation qui le relie à ses parents, pères et ou mères. Sa filiation est établie par des moyens non contentieux ou contentieux, indépendamment de la référence au mariage des parents, sous réserve de la survie de la présomption de paternité du mari de la mère. Pendant tout le XIXe siècle et une grande partie du XXe siècle, le mariage fondait la famille. On se mariait pour constituer une descendance. Les couples, confrontés au problème de la stérilité, se voyaient donc assez souvent stigmatisés. Et c'est tardivement que le recours à l'adoption a été admis. Certes, dans l'Antiquité romaine, l'adoption était pratiquée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.